Bienvenue à cette nouvelle session, Moutassem Amour avec vous. Ce soir on va voir comment reprendre confiance en soi et on va découvrir une leçon tirée de la série Friends. Donc on va voir ce que la série Friends nous apprend sur la confiance en soi et la capacité à s'exprimer. On verra aussi comment pratiquer la méditation va favoriser une plus grande confiance en soi. Alors mais avant tout, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la capacité de garder l'accès ouvert à nos ressources, c'est être capable d'exprimer librement ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Les situations où on a l'impression de manquer de confiance sont généralement des interactions où on perd nos moyens, où on n'est plus vraiment soi, on passe en mode de stress. Et à l'opposé, lorsque l'on arrive à rester présent, à garder son calme, à garder son cool, on peut communiquer efficacement ce qui est important pour soi. Donc l'une des principales manifestations du manque de confiance, c'est l'incapacité à dire clairement ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on ressent. Et d'ailleurs, vous pouvez vous poser maintenant cette question. Essayez de repenser à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez ressenti un manque de confiance. Comment s'est manifesté ce manque de confiance? Donc prenez le temps d'y réfléchir. Et bien souvent, lorsqu'on ressent un manque de confiance, c'est parce qu'on a été en retrait, qu'on n'a pas pu ou su dire ce qu'on avait en tête. Donc beaucoup de personnes ont du mal à s'exprimer librement, surtout lorsqu'elles sortent en dehors de leur zone de confort. Parfois, elles ne sont pas sûres de ce qu'elles veulent dire, pas sûres de leurs idées, de leurs opinions, ou bien parfois, elles perdent tout simplement leurs moyens. Donc c'est cette difficulté à s'exprimer qui sape la confiance en soi. Alors pour mieux comprendre pourquoi on a parfois du mal à nous exprimer et à être compris, on va voir ce que Malcolm Gladwell appelle en anglais « the Friends fallacy » que l'on peut traduire par l'erreur induite par Friends. Alors Friends, vous connaissez, je vous parle de la série, c'est Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey, Phoebe. Donc cette série, vous en avez certainement entendu parler, ça a eu un succès énorme, un succès monstre. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était lorsque je suis arrivé aux États-Unis, c'était en 1995. J'allais pour commencer mes études de chiropractique. Et j'avais une cousine qui habitait aux États-Unis, elle était mariée avec un Américain, c'était une cousine éloignée, donc je l'ai contactée et j'ai passé les premières nuits chez eux lorsque je suis arrivé en Californie du Nord. Son mari m'a récupéré à l'aéroport, c'était à l'aéroport de San Francisco. Ensuite, on a fait 1h30 de voiture, on est rentré dans les terres jusqu'à Stockton, qui est donc une ville dans le nord de la Californie. Et là, je suis arrivé. J'ai revu ma cousine que je n'avais pas vue depuis longtemps. On a eu les échanges habituels, comment ça va la famille, etc. Et très rapidement, elle m'a dit, pose tes affaires, installe-toi, Friends va commencer. Et bien sûr, je ne connaissais pas. Et elle m'a expliqué que c'était une série qui avait beaucoup de succès, tout le monde en parlait aux États-Unis à ce moment, et c'était la première saison. Donc c'est comme ça que moi j'avais découvert cette série, donc je ne sais pas si vous aimez ou si vous n'aimez pas, mais pourquoi je vous en parle, pourquoi je vous parle de Friends? Parce que j'ai découvert dans le dernier livre de Malcolm Gladwell l'erreur induite par Friends, donc ce qu'il appelle la The Friends Fallacy, et on va voir de quoi il s'agit. Mais alors avant ça, quelques mots sur Malcolm Gladwell. C'est un journaliste et auteur canadien de 56 ans, et ses livres intègrent la sociologie et la psychologie. Il a plus de 7 millions d'ouvrages de vendus, c'est l'un des plus importants auteurs de non-fiction, et d'ailleurs certains de ses livres ont été traduits en français, donc c'est Malcolm Gladwell, et dans son dernier livre, Talking with Strangers, qui veut dire parler avec des inconnus, il présente ce qu'il appelle l'erreur induite par Friends, pour illustrer un biais cognitif. Donc il présente cette erreur comme un biais cognitif, et c'est celui de croire qu'une personne reflète ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent.
Alors je répète, c'est de croire ce qu'une personne va refléter et va exprimer ce qu'elle ressent réellement. Donc pour revenir à Friends, par exemple, lorsque Monica est agacée ou elle est en colère, cela va se voir très clairement sur son visage. De même pour Ross, lorsqu'il est inquiet, son sentiment va se lire aussi sur son visage. Donc chaque gestuelle, chaque ressenti est parfaitement illustré dans leurs expressions faciales, dans leur posture, dans le ton de leur voix. D'ailleurs, même si vous enlevez le son, on peut deviner ce que ressentent les personnages et le type d'échange qu'ils ont entre eux. Or, dans la réalité, c'est rarement le cas. Nos expressions et nos attitudes ne reflètent pas toujours ce qu'on ressent, ou du moins pas d'une manière aussi explicite. Mais on fonctionne avec l'idée que ce que va montrer une personne, eh bien c'est ce qu'elle ressent. Si une personne est plutôt silencieuse et distante, on va supposer qu'elle n'est pas intéressée par nous, ce qui est parfois vrai, mais pas toujours. De même, si une personne nous semble agressive, on va supposer qu'elle est agacée par nous ou qu'elle nous en veut, mais là aussi, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc dans une culture qui passe beaucoup de temps devant les écrans, on renforce l'idée que ce que l'on voit de l'autre, c'est ce qu'il ressent. Donc ça a commencé par le théâtre, où les acteurs devaient exagérer les manifestations de leurs émotions pour bien être vus, pour bien être compris par l'audience. Ensuite, ça a continué dans le cinéma et sur la télé. Et maintenant même, sur YouTube, c'est encore plus marqué. J'ai un petit neveu, mon neveu le plus âgé, il a maintenant 11 ans et il regarde parfois YouTube. Et lorsque je vois les YouTubeurs qui le suivent, c'est pas du tout dans le subtil. Les émotions sont amplifiées à l'extrême. C'est plus des expressions faciales, c'est des grimaces. Donc aujourd'hui, comme notre attention elle est très sollicitée, ce que les youtubeurs présentent, ce que la télé présente, c'est des choses qui sont très faciles à comprendre, rapidement assimilables. Donc ils vont chercher à être le plus clair possible pour exprimer la colère, l'excitation, la surprise, la joie. Donc tout cela, et l'exemple que nous a donné Malcolm Gladwell, c'est Friends, tout cela, ça renforce l'idée qu'une personne révèle à l'extérieur ce qu'elle ressent à l'intérieur. Donc ça va être notre première supposition. Alors bien sûr, le rapport à nos proches, ça va être différent. On sait que parfois la personne ne va pas exprimer forcément ce qu'elle repense, ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Mais encore une fois, notre fonctionnement par défaut, c'est de supposer que les personnes que l'on rencontre à l'extérieur expriment ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent. Comprendre cette tendance va nous être utile car ce qu'on croit également, et c'est là où ça devient intéressant, ce qu'on croit également, c'est qu'on nous-mêmes on communique ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on croit que les autres vont deviner ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Donc on croit que la personne en face de nous va deviner ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et d'ailleurs, il suffit là aussi de se souvenir de la dernière fois où on s'est senti mal compris, où on s'est senti jugé, ou bien qu'une personne s'est montrée insensible envers nous. On vit mal cette expérience. Pourquoi ? Parce qu'on se ressent rejeté, parfois injustement, parce que plus profondément, on nourrit l'idée que cette personne perçoit ce qu'on ressent et que cette personne aurait dû agir en accord avec cela. Mais la réalité, c'est que bien souvent, la personne, elle ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, elle ne sait pas vraiment ce qu'on pense, ce qu'on croit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage, parce qu'il risque d'y avoir un décalage entre ce que l'on aimait, ce que l'on va communiquer et ce qu'on pense et on ressent véritablement. Donc ça aussi, je répète, il y a très souvent un décalage entre ce que je ressens maintenant, dans le moment présent, et ce que je communique aux autres. Alors pourquoi, selon vous, il y a ce décalage entre ce qu'on ressent et ce qu'on révèle ? Pourquoi ce qu'on montre aux autres n'est pas toujours en accord avec ce qu'on ressent dans l'instant ?
Donc là, je vous pose la question et vous pouvez noter votre réponse dans la zone commentaire. Alors bonsoir Alban et bonsoir Univers du bien-être. Donc vous pouvez noter dans la zone commentaire pourquoi selon vous il y a bien souvent ce décalage entre ce que je dis, ce que je communique et ce que je ressens. Donc je vous laisse noter cela. Et ma réponse c'est que on cherche à se protéger. On est sur la défensive. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est complètement refermé, qu'on est agressif, qu'on marche la tête baissée, qu'on marche rapidement, qu'on ne veut vraiment pas interagir avec les autres lorsqu'on est sur la défensive. Non, être sur la défensive, d'une manière plus subtile, l'essence de cette expérience, c'est être déconnecté du moment présent, c'est avoir une attention qui est crispée. Imaginez-vous en discussion avec en échange ou en discussion avec une personne, à un moment, vous perdez le fil de la discussion parce que vous êtes perdu dans les pensées. On n'entend plus ce que la personne nous dit, on n'a pas entendu la dernière phrase. Pourquoi? Parce qu'on glisse dans les pensées. L'attention, elle se rétrécit sur les pensées et on se ferme aux autres. Donc ça nous est tous arrivé. Quelqu'un nous parle, à un moment on décroche, ou bien on fait quelque chose, quelqu'un nous parle, on ne l'entend même pas, c'est parce que notre attention elle est ailleurs, elle est focalisée sur quelque chose. Et lorsque l'attention se perd dans les pensées, elle se crispe sur quelque chose, par mécanisme de survie, on va se mettre en mode défensive, c'est-à-dire que notre attention, on va automatiquement se fermer un peu parce qu'on est potentiellement en danger, comme on n'est plus là à voir ce qui se passe réellement autour de soi, on n'est plus là vraiment dans le présent à savoir s'il y a un potentiel danger ou pas. Automatiquement, lorsqu'on se crispe dans les pensées, on va également se fermer et se mettre en mode défensive. Et c'est cela qui va créer la dissonance entre ce qu'on ressent et ce qu'on partage. Parce qu'on ne veut pas se montrer vulnérable. Donc on va se brider, on va limiter ce que l'on partage avec les autres. Alors à l'opposé de cela, à l'opposé d'être dans une dynamique de fermeture qui va créer une dissonance entre ce que je ressens et ce que je communique, à l'opposé c'est de maintenir une attention ouverte, c'est d'être vraiment là. On peut ressentir ce qui se passe en soi et ce qui se passe chez l'autre et on va pouvoir alors dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et ce qui est également intéressant, c'est que ça va aussi donner de l'espace à l'autre pour qu'il puisse le faire. Si moi, j'arrive à maintenir un état d'ouverture, c'est-à-dire que je ne me crispe pas dans les pensées, je ne suis pas déjà en train de penser à ce que je vais dire, mais je suis vraiment là, attentif à ce que je ressens, attentif à ce qui se passe en moi, mais aussi attentif à l'autre, je vais inciter la personne qui est face à moi à se mettre dans ce même état d'ouverture. Lorsque la personne me sent crispée, d'une manière inconsciente, elle va également se crisper. Et à l'opposé, lorsque la personne me perçoit ouverte, disponible, vraiment attentif, vraiment à l'écouter, cette personne va aussi graduellement s'ouvrir et communiquer à partir d'un état de présence. Donc lorsque l'on est dans le présent, non seulement on va pouvoir communiquer avec plus de confiance, parce qu'on va garder l'accès ouvert à nos ressources, on va dire ce qu'on ressent dans l'instant, on va aussi inciter la personne face à nous à faire de même. L'un des bienfaits de la pratique de la méditation, c'est que cela va permettre de savoir si l'on est dans le présent ou bien si on est perdu dans nos pensées. Ça va nous aider à maintenir notre présence lorsqu'on interagit avec les autres pour pouvoir dire ce qu'on a en soi. Donc si je médite régulièrement, je développe la capacité de savoir si dans le moment T, je suis là, ouvert, ou bien si je suis crispé, perdu dans les pensées. Parce que dans la majorité des cas, on a tendance à glisser dans les pensées, à crisper l'attention, donc à se fermer, à ne pas pouvoir communiquer librement. Et le fait de développer cette aptitude à régulièrement se demander est-ce que je suis perdu dans mes pensées ou bien non, est-ce que je suis vraiment là, attentif, ça va nous permettre de faire
ces retours. Et graduellement aussi, on va développer la capacité de faire ce retour lorsqu'on est avec les autres, lorsqu'on est en dehors de notre zone de confort. Parce que c'est là, bien souvent, où on fait ce glissement dans un état de crispation dans les pensées. Alors, Alban note peut-être également que, vu que les gens n'ont pas forcément la même façon de penser et de voir les choses, ce que l'on dégage ou ce qu'on pense émettre ne sera pas perçu de la même manière par celui qui est en face de nous. Alors, ce qui est vrai, c'est que on perçoit tous le monde à partir de là où on est, avec notre sensibilité, avec notre vécu, avec nos expériences passées. Donc on a tous une lecture qui est complètement unique du monde, mais il y a deux modes de fonctionnement. Il y a un mode de fonctionnement où où l'attention est fermée et crispée, et ce mode de fonctionnement va favoriser cette fermeture chez l'autre et va grandement rendre la communication beaucoup plus difficile. Ça va grandement donc affecter la qualité de l'échange parce que les deux personnes sont fermées. Donc si les deux personnes sont en fermeture, et c'est encore une fois d'une manière inconsciente, même si on est plein de bonne volonté, qu'on veut vraiment communiquer, si on a cette tendance à partir dans les pensées, parce qu'on n'a pas cet ancrage dans le présent, la communication va être très difficile. Et lorsqu'on maintient un état d'ouverture et qu'on favorise cet état d'ouverture chez l'autre, même si on a des points de vue complètement différents, même si on a une vision du monde qui est donc différente, due à nos vécus, due à vraiment un tas à toute une vie, des années d'expériences complètement différentes, même si on part avec ces deux bases différentes, on va pouvoir se rejoindre dans cette ouverture. Et c'est ça qui va rendre l'échange enrichissant, c'est qu'on va pouvoir entendre l'autre, on va pouvoir ressentir ce qu'il vit, et ça va nous rapprocher de la personne parce que si on est fermé et crispé, on ne peut pas recevoir ce qu'il aimait. On ne va pas recevoir l'émotion qu'il aimait, on ne va pas recevoir ce qui est important pour lui, on va être fermé à ce que la personne va émettre. Donc Alban, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, même si deux personnes n'ont pas les mêmes pensées, ou la même éducation, ou les mêmes croyances, si on maintient un état d'ouverture, ça va grandement favoriser l'échange et la connexion entre deux personnes. Donc merci Alban pour ton commentaire. Donc on a vu que développer notre capacité de présence va nous aider à garder l'accès ouvert à nos ressources et à communiquer plus librement. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusque maintenant? C'est que l'erreur induite par Friends, qui est introduite par Malcolm Gladwell dans son dernier livre, eh bien ça entretient l'idée qu'on exprime ce qu'on ressent, et on a vu que ce n'était pas toujours vrai. Pardon. Donc prendre conscience de ce biais cognitif va nous amener à comprendre qu'on doit certainement faire un effort pour mieux exprimer ce qu'on ressent et ne pas supposer que les autres vont nous comprendre. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on a vu par rapport à cette histoire de Friends, de la série Friends. On a vu aussi qu'améliorer notre communication, c'est-à-dire mettre en accord ce qui se passe en soi et ce que l'on communique, nécessite de renforcer notre ancrage dans le moment présent. Et enfin, on a vu que la pratique de la méditation permet de plus facilement revenir dans le moment présent. Alors Jean-Michel note: l'état d'ouverture suppose d'être bienveillant avec l'autre et c'est la difficulté quand il y a un conflit. Donc ça, c'est un point important également. L'état d'ouverture nécessite surtout un état de présence, et si je suis dans un état de stress, ça va être difficile de maintenir cette ouverture parce que le stress, c'est simplement l'opposé d'être capable d'être présent. Lorsque je suis pleinement là, je ressens un sentiment de disponibilité, de calme, j'ai accès à mes ressources, c'est là où on a généralement confiance, et lorsque je suis perdu dans mes pensées, je suis crispé, je suis dans le stress. Donc c'est vrai, Jean-Michel, que si on est en conflit avec quelqu'un, il y a naturellement du stress qui va émerger, parce qu'on a un vécu avec cette personne, et lorsqu'il y a ce stress qui va émerger, ma capacité à être dans le présent va être plus difficile.
Et donc je disais que le stress favorisait la fermeture, donc rendait plus difficile cet accès à nos ressources et la capacité à rester ouvert, à communiquer librement. Et si on est en conflit avec une personne, on va être plus facilement stressé et donc ça sera plus difficile de garder cet accès ouvert à nos ressources. Alors Jean-Michel a noté quelque chose d'important, cette notion d'être bienveillant. Donc c'est l'intention, c'est-à-dire si je sais que je suis stressé, je suis en conflit avec une personne ou que la personne il y a un désaccord, ou on a un historique de conflit avec cette personne et que j'ai tout de même envie d'aller vers elle pour améliorer la relation, donc il y a une notion de bienveillance. Et malgré cela, il peut y avoir encore tendance à basculer dans le stress. Et dans ce cas, le travail en amont, le travail d'ancrage, cette capacité à revenir vers soi dans le moment présent, à garder l'accès ouvert à nos ressources, le travail en amont va être important. Donc plus on va sortir de notre zone de confort, donc ça va être parler à des inconnus ou parler avec une personne avec qui on est en conflit, plus il sera nécessaire d'avoir travaillé en amont cette capacité à savoir est-ce que je suis là bien présent ou bien est-ce que je suis en train de me crisper mentalement, de me crisper sur les pensées, est-ce que ma posture est en train de se fermer, est-ce que je suis en train de monter les épaules, de serrer la mâchoire, donc toutes ces indications que je vais basculer dans un état de crispation au lieu de garder un état d'ouverture.